Le 18 août 2008, vallée d'Uzbin, en Afghanistan. Une date, un lieu qui résonne tragiquement. Une embuscade terrible pour l'armée française. Oui, 10 morts, 21 blessés. C'est un des bilans les plus lourds pour les militaires français depuis des décennies. Un événement marquant, longtemps couvert par le secret défense. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé en s'appuyant sur un documentaire, des témoignages forts de survivants. C'est ça. Surtout de jeunes paras du 8e RPIMA. Pour beaucoup, leur première mission en Afghanistan. Le baptême du feu, si on peut dire. Certains parlent pour la toute première fois, ayant quitté l'armée depuis. Des récits bruts, donc. Voilà. L'idée, c'est vraiment de saisir, à travers leurs mots, le déroulement des faits, leur vécu, cette innocence brisée dont parle le documentaire, et puis aussi les questions que ça a soulevées. Uniquement basées sur ces sources, bien sûr. Il y avait de l'enthousiasme, non? Un peu le rêve d'aventure. Oui, un mélange. Beaucoup d'enthousiasme, une grande cohésion autour de leur adjudant, Gaëtan Évrard, mais aussi forcément une certaine appréhension. L'arrivée à Kaboul a dû être un choc. Ah oui, la chaleur déjà, écrasante, et puis cette tension palpable. C'était vraiment un pays en guerre, comme ils le disent. Les premières patrouilles en VAB, ces blindés légers, ils se sentaient invincibles. Peut-être un peu au début, oui, mais vite, la méfiance s'installe. Cette phrase terrible d'un soldat, le paysan de la journée peut être le taliban de la nuit. Ça résume bien l'ambiance, quoi. Et le contexte général à ce moment-là? On est à l'été de 2008. Les talibans sont très actifs, ils multiplient les offensives. Et cette mission précise, c'était une reconnaissance d'un col dans la vallée d'Uzbin. Une zone connue pour être... Une zone de passage, oui, pour les combattants infiltrés depuis le Pakistan voisin. Et il y avait cette info, comme quoi une centaine de talibans auraient été vus plus au nord. Et puis ce détail troublant rapporté dans le documentaire, lors d'une reconnaissance juste avant. Ah oui, cet Afghan jugé suspect, qui parlait anglais, qui était tout le temps sur son téléphone portable. L'interprète lui-même était nerveux, il disait « j'arrête pas de téléphoner ». Rétrospectivement, ça fait froid dans le dos. On imagine, arrive le 18 août, la section progresse à pied, chaleur écrasante. Et là, Et là c'est soudain, un cri de femme apparemment, puis une roquette, tout près. L'enfer se déchaîne, confusion totale au début. oui, et puis les tirs, ça tirait dans tous les sens. C'est ce qui revient, le choc. Un des survivants dit « jamais j'aurais cru me retrouver dans une journée comme ça ». Le caporal-chef Pénon est blessé presque immédiatement. Tactiquement, ils sont piégés. Complètement. Ils sont sur les pentes, souvent à découvert, et surtout en infériorité numérique manifeste. On parle peut-être 5 contre 1. Et en face, En face, les talibans sont préparés, ils tiennent les crêtes, les hauteurs, ils ont l'avantage du terrain, clairement. Et les communications françaises, elles, sont très difficiles. d'où le retard des appuis. Mortiers, aviation. Exactement. Pour les mortiers, par exemple, les combattants sont trop proches les uns des autres. Trop dangereux de tirer, trop tard, dire à la radio. Ceux qui tentent de venir en renfort entendent des appels à l'aide terribles. Un chef qui décrit sa section, éparpillée, c'est le chaos. L'horreur absolue, quoi. Les témoignages parlent de ce sentiment d'être seul au monde. Mais la peur qui paralyse certains, la difficulté immense d'évacuer les blessés sous le feu ennemi, c'est inimaginable. Il y a cette anecdote glaçante d'un soldat qui garde une balle pour moi, juste au cas où. Ça dit tout de l'angoisse, de l'intensité du moment. L'arrivée de l'aviation américaine les a 10 et vus comme une délivrance, un sauveur, disent-ils. Mais c'est tardif. Et puis la nuit tombe. Il faut récupérer les corps. La nuit, la récupération des camarades. Une vision traumatisante. Les corps parfois dépouillés de leur équipement, les survivants sont hagards, le regard vide. C'est ce que décrivent les témoins. Et l'onde de choc qui arrive en France. Ah oui, un véritable coup de tonnerre. D'un coup, la France réalise la violence de cette guerre en Afghanistan. Ce n'est plus si lointain. Et tout de suite, les questions. La préparation, l'équipement, le renseignement, d'éventuelles erreurs. C'est ça. Ça devient l'affaire d'Ouzbin. Et puis il y a cette démarche inédite. 7 familles de victimes qui portent plainte contre X. Pour non-assistance à personne en danger, visant implicitement la hiérarchie militaire. Oui, c'est une première. Une quête de responsabilité qui se heurte aussi au discours sur les risques du métier de soldat. Une tension difficile. Comment la société perçoit ce sacrifice? Quel sens donner à ces morts? Morts pour la France, pour la paix. C'est tout le débat, douloureux et complexe. Ce qu'on retient d'Ozbin, c'est d'abord ce coup humain effroyable, le traumatisme indélébile pour les survivants. Et cette secousse politique, médiatique en France? Oui, les questions sur la conduite de la guerre, sur les responsabilités, elles demeurent. Certains pensent même que cet événement a peut-être accéléré le retrait français. Ce qui ressort aussi, c'est cette rupture, non?
entre le rêve d'héroïsme du début et la réalité brutale du combat. Exactement. Une forme d'innocence perdue en quelques heures. C'est très fort dans les témoignages. Aujourd'hui encore, les sentiments sont là. La colère pour certaines familles, l'amertume pour les survivants. Oui, une injustice ressentie parfois. Alors que le souvenir s'estompe un peu pour le grand public, qu'est-ce que cette embuscade nous apprend vraiment? Sur le prix du sang, sur le sens de ces engagements militaires si lointains. C'est la question essentielle, je crois. Quel sens donner à ces vies perdues là-bas, si loin? Ça nous interroge sur nos choix collectifs, passés et futurs.